je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter quelques autrices, certaines connues, d'autres peut-être un peu moins, et de faire entendre ces belles voix de la littérature. Voilà, j'espère que cela va vous plaire, que cela va te plaire. Je te laisse avec la vidéo. Étant le temps venu, mademoiselle, que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines, il me semble que celles qui ont la commodité doivent employer cette honnête liberté que notre sexe a autrefois tant désirée à y celle apprendre et montrer aux hommes le tort qu'ils nous faisaient en nous privant du bien et de l'honneur qui nous en pouvait venir. Et si quelqu'une parvient en tel degré que de pouvoir mettre ses conceptions par écrit, le faire soigneusement, et non dédaigner la gloire, et s'emparer plutôt que de chaînes, anneaux et somptueux habits, lesquels ne pouvons vraiment estimer nôtres que par usage. Mais l'honneur que la science nous procurera sera entièrement nôtre, et ne nous pourra être ôté ni par finesse de larron, ni force d'ennemi, ni longueur du temps. Si je s'étais tant favorisé des cieux que d'avoir l'esprit assez grand pour comprendre ce dont il a eu envie, je servirais en cet endroit plus d'exemple que d'admonition. Mais ayant passé partie de ma jeunesse à l'exercice de la musique, et ce qui m'a resté de temps l'ayant trouvé court pour la rudesse de mon entendement, et ne pouvant de moi-même satisfaire au bon vouloir que je porte à notre sexe, de le voir non en beauté seulement, mais en science et vertu passées égaler les hommes, je ne puis faire autre chose que prier les vertueuses dames d'élever un peu leurs esprits par-dessus leurs guenilles et fuseaux, et s'employer à faire entendre au monde que si nous ne nous sommes faites pour commander, si nous ne devons nous être dédaignés pour combattre tant les affaires domestiques que publiques de ceux qui gouvernent et se font obéir, et outre la réputation que notre sexe en recevra, nous aurons valu au public que les hommes mettront plus de peine et d'étude aux sciences vertueuses, de peur qu'ils n'aient honte de voir précéder celles desquelles ils ont prétendu être toujours supérieurs quasi en tout. Pour ce, nous faut-il animer l'une et l'autre à si louable entreprise, de laquelle ne devez éloigner ni épargner votre esprit, jas de plusieurs et diverses grâces accompagnées, ni votre jeunesse et autres
le jugement que font nos secondes conceptions des premières nous rend un singulier contentement. Ces deux biens qui proviennent d'écrire vous y doivent inciter, étant assurés que le premier ne faudra d'accompagner vos écrits, comme il fait tous vos autres actes et façons de vivre. Le second sera en vous de le prendre ou ne l'avoir point, ainsi que ce dont vous écrirez vous contentera. Quant à moi, tant en écrivant premièrement ces jeunesses qu'en les revoyant depuis, je n'y cherchais autre chose qu'un honnête passe-temps et moyen de fuir oisiveté, et n'avais point intention que personne que moi les dût jamais voir. Mais depuis que quelques-uns de mes amis ont trouvé moyen de les lire sans que j'en susse rien, et que, ainsi comme aisément nous croyons ceux qui nous louent, ils m'ont fait à croire que les devaient mettre en lumière, je ne les ai osé éconduire, les menaçant cependant de leur faire boire la moitié de la honte qui en proviendrait. Et pour ce que les femmes ne se montrent volontiers en public seules, je vous ai choisi pour me servir de guide, vous dédiant ce petit œuvre, que nous vous envoie à autre fin que pour vous ascertener du bon vouloir lequel de longtemps je vous porte, et vous inciter et faire venir en vie en voyant ce mien, œuvre rude et mal bâtie, d'en mettre en lumière un autre qui soit mieux limé et de meilleure grâce. Quoi, c'est là ton berceau, poétique Louise, mélodieux enfant, fait d'amour, et d'âme encore, et de mollesse exquise. Quoi, c'est là que ta vie a pris l'air et le jour. Quoi, les murs étouffants de cette étroite rue ont laissé, sans l'éteindre, éclore ta raison. Quoi, c'est là qu'a brillé ta lampe disparue, la jeune perle ainsi colore sa prison. Où posais-tu tes pieds délicats et sensibles, sur le sol irrité que j'effleure en tremblant? Quel ange, aplanissant ses sentiers impossibles, a soutenu ton vol sur leurs pavés brûlants? Oh, les cailloux aigus font chanceler la grâce. Ici l'enfance, lente et craintive à souffrir, pour s'élancer aux fleurs, pour en chercher la trace, en sortant du berceau n'apprend pas à courir. Paresseuse, elle marche, et sa timide joie ressemble au papillon sur l'épine arrêté. À son instinct rôdeur, il boude tout l'été. As-tu vu ce radeau, longue et mouvante rue, qui s'enfuit sur le dos du fleuve voyageur? Osais-tu regarder de mille ondes accrues cette onde qui mugit comme un fléau vengeur? Non, ce n'est pas ainsi que je rêvais ta cage, fauvette à tête blonde, au chant libre et joyeux. Je suspendais ton aile à quelque frais bocage, plein d'encens et de jours aussi doux que tes yeux. Et le Rhône en colère et la Saône dormante n'avaient point baptisé tes beaux jours tramés d'or. Dans un cercle de feu, tourmentée et charmante, j'ai cru qu'avec des fleurs tu décrivais ton sort, et que ton aile au vent n'était point arrêtée sous ces réseaux de fer aux rigides couleurs, et que tu respirais la tristesse enchantée que la paix du désert imprime aux jeunes fleurs, que tu livrais au flot tes amoureuses larmes, miroir pur et profond qu'interrogeaient tes charmes, et que tes vers émus, nés d'un frais souvenir, s'en allaient sans effort chanter dans l'avenir. Mais tu vivais d'une flamme, raillée en ce froid séjour,
aies-tu pleuré de ton âme, ô salamandre d'amour? Quand sur les feuilles parlantes que ton cœur sut embraser, tu laisses dans un baiser courir tes larmes brûlantes, ô Louise, on croit voir l'éphémère éternel filer dans les parfums sa soyeuse industrie, lorsque, tombé du ciel, son ardente patrie, il en retient dans l'ombre un rayon paternel. Fiévreux, loin du soleil, l'insecte se consume. D'un fil d'or sur lui-même ourdissant la beauté, inaperçu dans l'ombre où le vent l'a jeté, sous un linceul de feu son âme se rallume. Oui, ce sublime atome est le rêve des arts. Oui, les arts dédaignés meurent en chrysalide, quand la douce chaleur de caressants regards fait pousser par degrés leurs ailes invalides. Telle, étonnée et triste au bord de son réveil, quelque jeune Louise, ignorant sa couronne, n'ose encore révéler à l'air qui l'environne qu'une âme chante et pleure autour de son sommet. Car, tu l'as dit, longtemps un silence invincible étendu sur ta voix qui s'éveillait sensible, fit mourir dans ton sein des accents tout amour que tu tremblais d'entendre et de livrer au jour. Mais l'amour, ô l'amour, se venge d'être esclave. Fièvre des jeunes cœurs, orage des beaux jours, qui consume la vie et la promet toujours, indomptée sous les nœuds qui lui servent d'entrave, ô l'invisible amour circule dans les airs, dans les flots, dans les fleurs, dans les songes de l'âme, dans le jour qui languit trop chargé de sa flamme, et dans les nocturnes concerts. Et tu chantas l'amour, ce fut ta destinée, belle et femme et naïve et du monde étonnée, de la foule qui passe évitant la faveur, inclinant sur ton fleuve un front tendre et rêveur, Louise, tu chantas. À peine de l'enfance, ta jeunesse hâtive eut perdu les liens, l'amour te prit sans peur, sans débat, sans défense. Il fit tes jours, tes nuits, tes tourments et tes biens. Et toujours par ta chaîne au rivage attachée, comme une nymphe triste au milieu des roseaux à demi cachés, Louise, tu chantas dans les fleurs et les eaux. De cette cité sourde, ô que l'âme est changée, autrefois tu charmais l'oreille des pasteurs. Autrefois, en passant, d'humbles navigateurs suspendaient à ta voix la rame négligée, et recueillant dans l'air ton rire harmonieux, comme un écho fuyant on les entendait rire, car, sous tes doigts ingénieux, le luth ému disait tout ce qu'il voulait dire. Tout ce que tu voyais de beau dans l'univers, n'est-ce pas, comme au fond de quelque glace pure, coulait dans ta mémoire et s'y gravait en vers. Oui, l'âme poétique est une chambre obscure, où s'enferme le monde et ses aspects divers. Donc, avec un peu de temps devant vous et avec quelques instructions livresques dans votre cerveau, car vous avez eu votre content de l'autre instruction, et je soupçonne que si l'on vous envoie à l'école, c'est en partie pour que vous oubliez ce que vous savez. Vous devez pouvoir vous embarquer pour une autre étape de votre très longue, très pénible et très obscure carrière
n'avais jamais le temps de faire la cuisine, tenir la maison comme il faudrait, bouton recousu sur moi juste avant le départ pour l'école, chemisier qu'elle repassait sur un coin de table au moment de le mettre. À 5 heures du matin, elle frottait le carrelage et déballait les marchandises. En été, elle sarclait les plates-bandes de rosiers avant l'ouverture. Elle travaillait avec force et rapidité, tirant sa plus grande fierté de tâches dures, contre lesquelles pourtant elle pestait. La lessive du gros linge, le décapage du parquet de la chambre à la paille de fer. Il lui était impossible de se reposer et de lire sans une justification, comme « J'ai bien mérité de m'asseoir ». Et encore, elle cachait son feuilleton, interrompu par une cliente sous une pile de vêtements à raccommoder. Les disputes entre mon père et elle n'avaient qu'un seul sujet, la quantité de travail qu'ils fournissaient l'un par rapport à l'autre. Elle protestait. « C'est moi qui fais tout ici. » Mon père lisait seulement le journal de la région. Il refusait d'aller dans les endroits où il ne se sentait pas à sa place, et de beaucoup de choses, il disait qu'elles n'étaient pas pour lui. Il aimait le jardin, les dominos, les cartes, le bricolage. Il lui était indifférent de bien parler, et il continuait d'utiliser des tournures de patois. Ma mère, elle, tâchait d'éviter les fautes de français. Elle ne disait pas « mon mari », mais « mon époux ». Elle hasardait quelquefois dans la conversation des expressions dont on n'avait pas l'habitude, qu'elle avait lues ou entendu dire par des gens bien. Son hésitation, sa rougeur même, par peur de se tromper, rire de mon père qui la chinait ensuite sur ses grands mots. Une fois sûre d'elle, elle se plaisait à les répéter, en souriant s'il s'agissait de comparaisons qu'elle sentait littéraires. Il porte son cœur en écharpe, ou nous ne sommes que des oiseaux de passage, comme pour en atténuer la prétention dans sa bouche. Elle aimait le beau, ce qui fait habiller, le magasin du printemps, plus chic que les nouvelles galeries. Naturellement, aussi impressionnée que lui par les tapis et les tableaux du cabinet de l'oculiste, et voulant toujours surmonter sa gêne. Une de ses expressions fréquentes, « Je me suis payée de toupet pour faire telle ou telle chose ». Aux remarques de mon père sur une toilette neuve, son maquillage soigneux avant de sortir, elle répondait avec vivacité « Il faut bien tenir son rang ». Elle désirait apprendre. Les règles du savoir-vivre, tant de crainte d'y manquer, d'incertitude continuelle sur les usages, ce qui se fait, les nouveautés, les noms des grands écrivains, les films sortant sur les écrans, mais elle n'allait pas au cinéma, faute de temps, les noms des fleurs dans les jardins. Elle écoutait avec attention tous les gens qui parlaient de ce qu'elle ignorait, par curiosité, par envie de montrer qu'elle était ouverte aux connaissances. S'élever, pour elle, c'était d'abord apprendre. Elle disait « Il faut meubler son esprit », et rien n'était plus beau que le savoir. Les livres étaient les seuls objets qu'elle manipulait avec précaution. Elle se lavait les mains avant de les toucher. Elle
Elle a poursuivi son désir d'apprendre à travers moi. Le soir, à table, elle me faisait parler de mon école, de ce qu'on m'enseignait, des professeurs. Elle avait plaisir à employer mes expressions, la récré, les compos ou la gym. Il lui semblait normal que je la reprenne quand elle avait dit un mot de travers. Elle ne me demandait plus si je voulais faire collation, mais goûter. Elle m'emmenait voir à Rouen des monuments historiques et le musée. À Villequier, les tombes de la famille Hugo. Toujours prête à admirer. Elle lisait les livres que je lisais, conseillés par le libraire. Mais parcourant aussi parfois le hérisson oublié par un client et riant « C'est bête et on le lit quand même ». En allant avec moi au musée, peut-être éprouvait-elle moins la satisfaction de regarder des vases égyptiens que la fierté de me pousser vers des connaissances et des goûts qu'elle savait être ceux des gens cultivés. Les gisants de la cathédrale, Dickens et Daudet au lieu de confidence, abandonnés un jour, c'était, sans doute, davantage pour mon bonheur que pour le sien. Je la croyais supérieure à mon père, parce qu'elle me paraissait plus proche que lui des maîtresses et des professeurs. Tout en elle, son autorité, ses désirs et son ambition allaient dans le sens de l'école. Il y avait entre nous une connivence autour de la lecture, des poésies que je lui récitais, des gâteaux au salon de thé de Rouen, dont il était exclu. Il me conduisait à la foire, au cirque, au film de Fernandel. Il m'apprenait à monter à vélo, à reconnaître les légumes du jardin. Avec lui, je m'amusais. Avec elle, j'avais des conversations. Des deux, elle était la figure dominante, la loi.